Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct. À retrouver à partir de 20h en rediffusion sur Bismart TV et en replay bien sûr sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un chiffre très attendu qui sera l'un des chiffres importants cette semaine. Le dernier rapport sur l'inflation américaine pour le mois d'août, chiffre qui sera publié en début d'après-midi à 14h30. Le consensus des économistes attend une poursuite de la détente sur le front de l'inflation aux États-Unis. Une détente qu'on avait déjà pu observer d'un mois sur l'autre au mois de juillet et qu'on devrait encore observer, constater sur cette marque d'inflation du mois d'août aux États-Unis. D'un mois sur l'autre, l'inflation globale américaine pourrait même avoir légèrement reculé de 0,1%. Nous y reviendrons dans un instant avec Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Nous évoquerons avec lui également les différents scénarios de marché qui se présentent aux investisseurs alors que le marché européen notamment, semble être en phase de reprise depuis quelques jours. Ça reste timide, mais on revient au-delà des 6300 points pour le CAC 40 au cours de cette séance. Une reprise qui coïncide avec la hausse de taux de 75 points de base qui a été délivrée par la Banque Centrale Européenne jeudi dernier et qui, semble-t-il, offre un certain soulagement pour les investisseurs actions en Europe. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans cette demi-heure, nous évoquerons les derniers développements de l'agence de notation Scope qui se veut l'alternative pan-européenne en matière de notation face aux grandes agences anglo-saxonnes et notamment sur le terrain de l'ESG où Scope est de plus en plus présente. Nous parlerons à la fois des développements de Scope ces derniers mois qui prend une place européenne de plus en plus importante et puis les enjeux ESG avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Tendance, mon ami, les infos clés de marché, chaque jour à 12h30 en direct avec vous, Alix Nguyen. Et le mouvement se poursuit sans enthousiasme délirant, mais le CAC 40 est en hausse à mi-séance. Oui, une hausse timide à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le marché espère que les chiffres confirmeront le ralentissement constaté en juillet et inciteront de ce fait la Fed à lever le pied. Pour rappel, le CAC terminait hier en nette hausse, soit sa 5e séance consécutive dans le vert, grâce à la remontée de l'euro face au dollar, mais aussi du fait de la baisse des prix du gaz. Et puis en Allemagne, on notera que la hausse des prix à la consommation, l'indice d'inflation, a été confirmé pour le mois d'août. Oui, sur un an, en août, l'inflation ressort à 8,8% sous l'effet de la flambée des tarifs des produits énergétiques et alimentaires. Et puis, toujours en Allemagne, l'indice ZOO sombre un peu plus en septembre. L'indice de confiance s'établit à moins 61,9 points contre moins 55,3 le mois précédent. Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité, Alix, une grosse opération est à venir pour Schneider Electric. C'est une info Sky News. Schneider Electric serait proche d'un accord pour faire l'acquisition de 40% environ du capital qu'il ne détient pas encore dans sa filiale britannique Aveva. Pour finaliser ce rachat, l'industriel français devrait débourser un peu plus de 4 milliards d'euros. Et puis on notera également que c'est un jour de recomposition de certains indices chez Euronext. Pas de changement au sein du CAC 40 traditionnel, mais Téléperformance rejoint l'indice CAC 40 ESG. Exactement, à compter du 16 septembre 2022, après la clôture des marchés, une distinction qui met en exergue l'engagement fort de Téléperformance, entre autres signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2011, sans compter que l'Institut Great Place to Work a certifié cette année employeur de premier plan les opérations du groupe dans 64 pays, ce qui représente 97% des collaborateurs de Téléperformance dans le monde. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart.
Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout tourne toujours et encore autour de l'inflation, y compris du côté des banques centrales. On pensait quand même que les préoccupations vis-à-vis de la croissance allaient remonter un petit peu dans l'analyse que font les banquiers centraux de la situation aujourd'hui. Ça n'est sans doute pas encore le cas, Arnaud. Oui, on voit bien qu'effectivement tout tourne autour de l'inflation. D'abord, c'est un enjeu mondial, donc évidemment les pays développés pour les chefs, mais aussi les pays émergents. Pourquoi ? Parce que ça joue évidemment sur tous les acteurs économiques. La demande des consommateurs, on voit bien qu'elle est handicapée. C'est d'ailleurs le sujet de préoccupation numéro 1. Mais même côté entreprise. Donc au tout début, il y avait l'espoir que tout puisse être répercuté sur le prix de vente, et on voit bien que malgré tout, parfois c'est pas le cas. Le fameux pricing power sur certains secteurs joue pas, parce que parfois il y a tout simplement un problème de rentabilité, même de la création du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a même des sites de production qui préfèrent ne pas produire du tout, parce que le prix sera trop élevé. Et donc le point important, c'est effectivement, il y aura les chiffres tout à l'heure à 14h30 du côté américain, où on attend plutôt un ralentissement pour l'inflation totale, mais une stabilisation pour l'inflation corps. Ce qu'on appelle corps, ça veut dire si on exclut l'énergie et l'alimentation. Il nous semble qu'il y aura un peu de différenciation à faire, pas mal, entre les États-Unis et la zone euro. Et ça nous amène au scénario qu'on a en tête aujourd'hui, parce que sur la zone euro, il se peut malheureusement ça dure encore pas mal de temps. Par exemple, on voit que même si les gaz revient en termes de prix un petit peu, la vraie baisse attendue par les marchés, c'est pas avant 2 ans, donc on aura une période un peu longue. Alors, mais si on revient à un scénario aujourd'hui qu'on a en tête, on a un scénario central à 60% où il y a encore effectivement les persistances des craintes d'inflation, avec un ralentissement de la demande qui est très forte, y compris dans le marché immobilier. Et ça amènerait les banquiers centraux à être assez vifs, comme ils l'ont été récemment, avec des pas de hausse conséquents. Donc à l'image des 75 points de base de la BCE de la semaine dernière. Dans ce scénario, Arnaud, c'est ce que vous dites, le risque de surprise, il est quand même plus important désormais du côté de la Banque Centrale Européenne que du côté de la Fed. Est-ce qu'on arrive à avoir une vision un peu plus claire quand même de la situation inflationniste aux États-Unis et de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine par rapport à la situation qu'affronte la Banque Centrale Européenne ? Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, entre guillemets, c'est plus classique, avec des réponses entre la demande qui va baisser parce que l'offre est pas forcément là, et parce que, par exemple, à l'image du pétrole, on voit bien qu'il réagit plus à ralentissement de la demande, par exemple en Chine, etc. Et donc, globalement, la croissance économique américaine ralentirait, et donc la Fed elle-même pourrait ralentir ses hausses de taux. Et on voit bien que, en dépit des pas de 75 points de base, le niveau cible, qui est évidemment majeur pour à la fois les taux longs, mais pour les marchés actions de manière générale, n'a pas été revu en haut. C'est-à-dire, en gros, on atterrirait entre 3,75 et 4 en taux cible Fed. Auquel cas, c'est une bonne nouvelle pour les taux longs américains qui, eux, ne remonteraient plus. En revanche, en zone euro, c'est plus compliqué parce que le taux cible n'est pas encore bien défini. Pourquoi ? Parce que l'inflation elle-même n'est pas encore... il se peut qu'on ait une inflation US qui est plus sage et une inflation européenne qui, malheureusement, serait encore révisée en hausse avec des accroissements. Alors, si on fait un parallèle avec le marché anglais, alors est-ce que la zone euro va suivre le marché anglais ? C'est la question, mais le marché anglais plus proche de nous, on voit bien que l'inflation est plutôt à 2 chiffres, et qu'il se peut qu'on ait des chiffres d'inflation vraiment très 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 élevés, avec des mesures prises par les Anglais. D'ailleurs, au passage, c'est beaucoup de soutien, mais la question c'est après, il va falloir quand même financer ces soutiens au moment où le gouvernement anglais imagine plutôt des baisses d'impôts, et donc ça peut être une vraie difficulté pour le marché anglais. Alors côté zone euro, on n'a pas forcément exactement ce schéma-là, mais malgré tout à surveiller de près. L'inflation à 2 chiffres, c'est pas sûr qu'on l'obtienne pas, en dépit des mesures de soutien, où parfois c'est sur la partie entre guillemets, c'est via des chèques et pas forcément des caps sur les prix énergétiques.
En Europe, on a parfois des pays où il y a plus, en France par exemple sur le cap sur l'électricité, mais on verra ce qui est mis en place par les Européens sur le cap du prix du gaz. Ouais. Mais tant qu'il n'est pas mis en place, on a un peu d'inquiétude à avoir, et effectivement d'où, je pense, une grande distinction à faire entre la zone euro et les US, où c'est plus classique entre guillemets côté américain, avec encore une fois des offres-demandes classiques. En Europe, on a préféré, à juste titre certes, mais on a préféré remplir les cuves de gaz, quel que soit le prix. Et donc on arrive au pied de l'hiver avec des stocks importants, mais au prix de prix stratosphériques. D'où notre écart entre les US et l'euro. Malgré tout, on a un scénario alternatif, donc minoritaire en proba, mais 40% quand même, 40% de probabilité, où là on aurait une inflation sous contrôle, c'est-à-dire qu'aux US une détente de l'inflation et en Europe une stabilisation. Et ça permettrait au taux long américain de rebaisser un peu, au taux long européen de se stabiliser, mais surtout donc aux bourses de regagner un peu de terrain perdu. Ça correspond à l'idée du soft landing américain, par exemple, Arnaud. Exactement, avec encore une fois, qui est plutôt bien, qui arriverait au moment où le marché du travail aux États-Unis se comporte plutôt bien. Il y a toujours, encore une fois, il n'y a pas trop de destruction d'emplois. Il y a eu dans certaines sociétés qui ont annoncé des licenciements, mais en masse, ça reste totalement en faveur de la demande. Et donc, on aurait effectivement le fait que les taux longs se stabiliseraient, serait aussi un beau soutien pour les valeurs de croissance américaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Chine dans le paysage global aujourd'hui, Arnaud ? Est-ce qu'il y a l'idée que ça peut être quand même un pôle un peu contracyclique qui viendrait amortir le choc européen, par exemple ? Ou est-ce que c'est un espoir sur lequel il ne faut pas trop s'appuyer aujourd'hui ? On serait aussi prudent sur la Chine aujourd'hui Pourquoi ? Parce que donc on est évidemment d'abord l'immobilier risque de peser encore longtemps. L'immobilier, c'est malheureusement des phénomènes inertes, ça prend du temps. C'est plutôt en semestre ou année plutôt qu'en mois. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment la politique zéro Covid a pesé sur la consommation et pèse encore. C'est toujours pas sorti de cette difficulté-là. Et donc on voit une faiblesse de la demande qui va perdurer. Et les mesures de soutien sont pour l'instant assez faibles, on a l'impression, et donc on serait assez prudent sur la Chine pour les prochains trimestres. Et ça pourrait effectivement ne pas être constitué un soutien à l'ensemble de la zone euro, même pour les exportateurs de la zone euro. C'est des conséquences dans les portefeuilles, c'est donc qu'effectivement on est une grande prudence sur les actifs risqués aujourd'hui. Certes, on tient compte effectivement des mouvements de marché, mais qu'on assume plutôt à ce qu'on appelle des rallyes de bear market. Sous-entendu, ça arrive dans les périodes de contraction des bourses que de temps en temps il y a des rebonds, mais qui ne sont pas forcément durables. Ce qu'on a mis en place dans les portefeuilles, c'est du fait de la volatilité relativement faible, malgré tout, on a mis des stratégies optionnelles qui permettent de contribuer de participer un petit peu à la hausse, mais on a en tête qu'elle ne sera pas durable à ce stade. Il faut lever les hypothèques de crise énergétique. Et le problème, c'est que la crise énergétique en Europe, elle va durer, comme j'évoquais tout à l'heure, et que certes, un message d'espoir quand même malgré tout sur la zone euro, c'est que au bout de ces 2 ans, on devrait s'en sortir plus fort, notamment évidemment sur l'ensemble on saura exactement ce que c'est que la sobriété, que ce soit les ménages, les entreprises, etc. On va accélérer à la fois tout le segment efficience énergétique, et ça sera très utile évidemment pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais de manière générale, il y aura des investissements durables pour évidemment ne plus dépendre du gaz russe. Donc à long terme, on sera mieux, mais il y a une période un peu compliquée à traverser, cette période de transition énergétique qui est finalement sur une période plus courte que ce qu'on imaginait avant qu'il y ait l'invasion russe en Ukraine. Ouais. Dans 2 ans, l'Europe sera sobre, efficiente et souveraine sur le plan énergétique, Arnaud.
Exactement. Ouais, mais en non, attendant, il faut s'organiser pour, mais ça va. Voilà. C'est un horizon qu'il faut avoir en tête quand même. 2 ans, c'est long, mais c'est pas si loin que ça non plus. Exactement. Merci Voilà. beaucoup Arnaud. Merci pour Merci. votre éclairage sur cette situation de marché qui reste quand même compliquée dans l'intervalle. En attendant d'avoir une Europe sobre, efficiente et souveraine sur le plan énergétique, il y a quand même un intervalle à gérer qui pourra être compliqué. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. On va continuer sur le terrain de la souveraineté européenne à travers l'histoire et le développement du groupe Scope et de son agence de notation pan-européenne qui se positionne depuis plusieurs années maintenant comme l'alternative pan-européenne aux grandes agences anglo-saxonnes notamment. 2 membres des équipes de Scope sont avec nous, Marc Lefebvre, responsable Europe de l'Ouest de Scope, et Charles-Henri Olagnier, directeur Europe ESG de Scope. Bonjour à vous messieurs. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous, Marc, sur les derniers développements effectivement qui montrent que l'alternative Scope est en train de se muscler à vitesse grand V en Europe. Tout à fait. On a fait plusieurs annonces juste avant l'été, donc une croissance grandissante et réelle, mais également une reconnaissance, et ça c'est important. À titre illustratif, nos parts de marché sont grandissantes, là aussi. On est 2e sur la partie souverain, par exemple, devant Fitch et Moody's. Sur la partie corporate, donc la notation de société, nous sommes 3e devant Fitch. Tout ça pour l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est important. Oui, c'est plus qu'une alternative là désormais sur ce plan-là, dans ces dimensions-là que vous évoquez. On est à plus d'un tiers de parts de marché sur la partie corporate. Donc ça devient effectivement conséquent. Autre très bonne nouvelle, la Commission européenne nous a mandaté publiquement pour la notation de l'ensemble de ces opérations. Donc, dont évidemment Next Generation, 800 milliards. On sait bien que la Commission européenne est le plus grand émetteur en Europe, mais également l'un des plus gros en euros dans le monde. Donc ça, ils utilisent les Big Three, mais également l'alternative européenne que nous sommes. C'est pas un petit geste, ça. Ça, c'est un mandat qui vous a été confié au début de l'été, c'est ça, Marc ? Exactement. Il y a même une portée politique. Évidemment, il y a l'expertise de Scope qui est reconnue, j'imagine, derrière ce mandat. Mais il y a quand même aussi une dimension politique qui n'est pas neutre. Le commissaire qui a pris la décision, enfin, il n'était pas le seul, mais dans sa quote, on voit exactement le support politique. Ouais. Effectivement, il est important d'avoir un champion européen indépendant. Ce champion, c'est nous. On ne peut pas laisser, on a déjà eu l'occasion d'en parler, les clés du camion à plus de 90% aux Américains. On parle ici du coût de financement de nos sociétés. Ouais. Donc, c'est central. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de diversifier notre actionnariat. Ça, c'est des investissements très conséquents. Donc, on a annoncé qu'AXA avait rejoint notre capital, a pris plus de 7%. Et ce n'est pas fini. Donc, cette alliance européenne d'investisseurs, la France a répondu présente au début, mais d'autres acteurs français, institutions financières, soit asset owners, soit asset managers, soit banques, vont prochainement et très certainement nous rejoindre. Même chose en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Luxembourg. Donc, c'est un élément également de développement important. Des missions majeures, par exemple, dans le domaine des projets, puisqu'une fois de plus, on ne fait pas que des notations de corporate, on fait également des projets, des financements structurés. Ouais. Là, c'est une banque française majeure qui nous a confié l'intégralité de ces notations de projets d'infrastructure, par exemple, dans d'autres pays d'Europe également. Et puis, l'ancrage toujours dans le financement de l'économie réelle, avec, par exemple, ce jury que nous avons rejoint il y a 2 ans sur les futures licornes, aux côtés de Ronex, de l'EM Lyon, de Deloitte et d'autres acteurs importants, où, en fait, nous sommes les seuls dans l'environnement tech à faire une analyse ESG de ces champions. Tout sera révélé dans quelques jours, puisque les cérémonies se tiennent le 15. Le trophée des futures licornes, c'est ça, française. Et cette dimension ESG, oui, quand on est une licorne, c'est nativement, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est très intéressant parce que ça fait 2 ans qu'on est dans ce jury, donc on commence à voir un retour. On voit des efforts croissants. Il y a encore une marge. C'était pas tout à fait vrai il y a 2 ans, ça l'est plus aujourd'hui, c'est ça ? Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça va être un sujet dont on discute avec Charles-Henri après. C'est effectivement un trait d'union vers la suite, mais on voit effectivement que ce sont des sociétés nativement beaucoup plus enclines à se développer sur ces sujets qui sont des sujets prégnants. Soyons clairs, l'ESG, ce n'est pas nice to have, mais c'est aujourd'hui un must have, et ça, ils l'ont bien compris.
Justement, Charles-Henri, je le rappelle, Charles-Henri Olagnier, vous êtes le directeur Europe ESG de Scope. Comment vous évaluez aujourd'hui? Alors, l'ESG, ça fait 10 ans et plus qu'on en parle, mais c'est dans le grand public, en tout cas dans la communauté des investisseurs, c'est très présent depuis quelques années maintenant. Comment vous évaluez justement la percée de l'intégration de ces facteurs extra-financiers, alors dans la communauté des investisseurs et puis également du côté des corporates, parce que l'un ne va pas sans l'autre? Exactement. Alors, ce qu'on constate, c'est évidemment une montée, en tout cas, en charge de l'inclusion des facteurs ESG, que ce soit côté entreprise. On voit de plus en plus d'entreprises qui publient des rapports de durabilité ou des rapports ESG. Côté investisseur, on voit bien qu'il y a une réelle prise de conscience, en tout cas de la communauté des investisseurs, qui incorpore maintenant quasi systématiquement l'analyse des facteurs ESG dans le processus d'investissement, mais également dans leur reporting auprès de leurs investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Et enfin, par exemple, si on prend l'agence de notation Scope Ratings, nous aussi, nous ne sommes pas exempts et nous incorporons de plus en plus en fait, l'analyse des critères ESG, par exemple dans la notation de crédit, puisque les facteurs ESG ont un impact sur la solvabilité d'une entreprise ou la qualité de crédit d'une entreprise qu'on analyse dans nos notations de crédit. On développe aussi des solutions d'impact. Donc encore une fois, une divergence entre risque et impact. On va rentrer dans ce sujet effectivement, parce qu'il y a deux approches et il y a même une approche anglo-saxonne et une approche européenne de ce point de vue-là. Vous êtes plutôt promoteur de l'approche européenne évidemment, mais juste sur l'inclusion de ces facteurs ESG, en termes de déroulé de la réglementation en Europe, où est-ce qu'on en est? Les investisseurs, ils en ont l'habitude, ont pris un poids réglementaire très important de ce point de vue-là. On est obligé aujourd'hui d'interroger les clients, effectivement, par exemple, sur leurs objectifs en matière d'ESG. Qu'en est-il du côté des entreprises? Souvent, un des reproches que font les investisseurs à cette réglementation, c'est qu'elle ne permet pas d'obtenir encore toutes les données de manière standardisée provenant des entreprises elles-mêmes, qui sont quand même la matière principale pour évaluer ces entreprises. Alors effectivement, vous avez raison, il y a un non-alignement des calendriers réglementaires. Puisque en 2023, début 2023, rentre en vigueur la directive SFDR, donc qui s'applique aux investisseurs qui vont devoir reporter et communiquer sur l'impact des facteurs ESG sur leur portefeuille. Ils vont devoir qualifier leurs investissements au regard de l'intégration poussée ou non des facteurs ESG. Exactement. Mais de l'autre côté entreprise, la directive CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, va être mise en application, ou rentre en vigueur en tout cas en 2025, sur les chiffres et sur les bilans 2024. Donc on voit un non-alignement. On a d'ailleurs, Scope Rating a d'ailleurs sorti une analyse en fait des reporting des entreprises du DAX qui montre en fait une très grande disparité, notamment sur la partie Scope 3, entre les différentes entreprises du DAX. Par exemple, moins de 50% des entreprises communiquent sur les émissions liées à l'utilisation, par exemple, des produits finis. Oui, bien sûr. Oui, non, mais donc, qui rend l'exercice difficile côté investisseur. Très, très compliqué, effectivement. Néanmoins, quand même, puisqu'il y a quand même des initiatives assez positives, notamment celle de l'EFRAG ou l'IASB, qui travaillent justement... Donc l'EFRAG, l'autorité européenne de réglementation qui s'occupe de ces sujets, et l'IASB, qui est la version anglo-saxonne, IFRS, voilà, des normes comptables en général, on va le dire comme ça. Exactement, qui réfléchissent justement à une standardisation de ce reporting extra-financier en tant que deuxième jambe de reporting. On a vu l'EFRAG d'ailleurs courant d'année publier un premier jet avec certaines propositions qui étaient issues d'une consultation. Et c'est là où ça nous amène à mesurer l'ESG soit à travers le risque, soit à travers l'impact, soit les deux. C'est bien ce que cherche à faire l'Europe aujourd'hui à travers la régulation qui est mise en place et l'idée de la standardisation de ce reporting ESG du point de vue des entreprises et des investisseurs. L'idée étant de dire il faut mesurer le risque ESG, mais il faut aussi mesurer l'impact que ça peut apporter, négatif ou positif, sur votre environnement global, vous en tant qu'entreprise. Exactement. Donc quand on parle de risque ESG, on parle de quel est l'impact en fait des facteurs ESG sur l'entreprise.
Le climat est un risque pour moi. Exactement. Comment je le mesure? Exactement. Et quand on parle d'impact, en fait, c'est la relation inverse qui est quel est l'impact en fait des activités de l'entreprise sur la société au sens général du terme. Ouais. Et effectivement, les investisseurs demandent une double mesure. C'est en tout cas, nous, en tant qu'agence de notation extra-financière, on est vraiment au centre de l'équation entre entreprise, émetteur et investisseurs. Et donc, il y a une demande permanente et de plus en plus importante de cette double mesure, de l'évaluation de cette double mesure. Et donc, on a des solutions différentes. Donc, on en a parlé en introduction. Dans nos notations de crédit, l'agence de notation de crédit incorpore évidemment l'analyse des facteurs ESG sous un angle risque. Donc, quel est le risque auquel une entreprise est exposée, quel est l'impact en fait sur la solvabilité de l'entreprise. Et de l'autre côté, on développe aussi des solutions d'impact, donc beaucoup plus pour évaluer l'empreinte d'une entreprise. Mais on ne s'arrête pas à l'analyse simplement de l'entreprise au sein de ses murs, mais on va prendre véritablement en considération l'empreinte aussi de sa supply chain, de sa chaîne d'approvisionnement, puisqu'on veut éviter des pratiques du type externalisation des activités sales dans la supply chain. Et chez Scope, on fait un exercice aussi qui est très intéressant de monétisation de cet impact, c'est-à-dire qu'on arrive à calculer en fait le coût d'externalité par euro de revenus générés. Donc, on dresse, si vous voulez, la facture d'une entreprise en incluant sa supply chain. Il y a l'idée, c'est un sujet de discussion en ce moment et qui sera sans doute même peut-être porté à un moment au plus haut niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il y a l'idée que les anglo-saxons n'accepteront pas cette manière de comptabiliser à la fois le risque et l'impact, parce que l'impact peut être positif, il peut être aussi négatif. Et auquel cas, ça veut dire que la valorisation de l'entreprise, elle n'est plus du tout la même, que l'on considère cette double matérialité ou simplement le risque ESG sur mon business model à moi. Les anglo-saxons sont plutôt de ce côté-là, Marc. Et là, on revient sur cette notion de souveraineté. Donc, double matérialité, vous le disiez, c'est un mot important. Nous sommes l'agence leader européenne sur la double matérialité. Sur le sujet comptable, on s'est fait dire la messe par les Américains, le sujet IFRS dont parlait Charles-Henri. Sur la partie ESG, sur laquelle on est très en avance comparé aux États-Unis, faisons en sorte d'être leader et de ne pas, là aussi, se faire dire la messe par les Américains. Donc là-dessus, il y a un enjeu de souveraineté. Comment et pourquoi ce serait différent cette fois, Marc ? Non, mais c'est... Alors, est-ce que derrière ça, il n'y a pas le risque d'avoir... des standards de reporting différents dans le monde, dans des zones aussi importantes que l'Europe d'un côté et les États-Unis et le monde anglo-saxon de l'autre. Cette notion, c'est ce qu'on appelle le gold plating, en fait, qu'on connaît déjà en Europe. Quand les 27 vont transcrire une directive, il peut y avoir du gold plating. Donc effectivement, entre deux blocs, États-Unis, Europe, c'est quelque chose qui peut avoir, et du coup, d'avoir des facteurs d'attractivité dans telle ou telle zone. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement unis. Et donc, l'union des marchés de capitaux, qui est encore perfectible, devrait s'emparer de ce sujet pour avoir un bloc très, très soudé face à l'approche américaine. Donc, more to come, mais effectivement, c'est... Et j'allais dire, en Europe, investisseurs, entreprises, régulateurs, tout le monde tire dans le même sens de ce point de vue-là, Charles-Henri, Marc ? De ce qu'on peut constater justement avec nos différentes interactions avec les associations professionnelles, côté entreprise ou investisseurs, qui répondent aux consultations en fait, des régulateurs, que ce soit sur la partie reporting, sur la partie notation ESG pour notre part. Les investisseurs sont aussi consultés. Il y a en tout cas un effort commun vers cette double matérialité. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. En tant qu'acteur européen leader, on a l'oreille, et ça c'est important, de la Commission européenne, avec qui on discute encore cette semaine, toutes les équipes de la DG FISMA. Là-dessus, on voit un alignement, même s'il peut y avoir effectivement quelques positions différentes, toujours dans le couple franco-allemand, qui nous anime beaucoup chez Scope. Les Allemands vont être plus sur telle partie de l'ESG, nous peut-être sur telle autre, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourra surmonter. Le point plus important, c'est effectivement de faire face au monde anglo-saxon. On suivra ces débats et ces évolutions majeures, évidemment, pour les entreprises, pour les investisseurs, dans un cadre européen, dans un cadre anglo-saxon. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer sur ces enjeux ESG aujourd'hui. Marc Lefebvre, le responsable Europe de l'Ouest de Scope, et Charles-Henri Olanier, directeur Europe ESG de Scope, étaient nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.